On va parler de banque et de finances responsables, donc avec mes deux camarades qui ont donc des startups qui veulent transformer ces secteurs-là pour en faire des leviers vertueux de transformation écologique, sociale, responsable. On en a parlé ce matin. D'ailleurs, on a vu dans l'étude de Capgemini, je crois que c'était 23% des sondés qui disaient que les sujets de protection de l'environnement, lutte contre le réchauffement climatique étaient des éléments clés dans le choix de direction de leur épargne. Je vais juste dire quelques mots donc, sur mes invités, et puis ensuite je vous laisserai présenter chacun vos activités. Donc toi, Kamel, tu as passé 17 ans dans la banque, notamment chez HSBC, où tu as fini par diriger le service Due Diligence. Et tu as ensuite fait un MBA Digital Marketing. Et après ce hiatus, tu as lancé Only One en 2019, si c'est bien ça, ou fin 2018 ou fin 2019. Fin 2019, c'est ça. Voilà, donc c'est assez récent. Et Léo, toi, tu as fait des études d'ingénieur. Tu as rejoint Lita.co en 2017, à l'époque Lita qui montait sa filiale belge, dont tu as pris la direction. Depuis, Lita a donc développé ses activités et a monté Rift, qu'on appelle souvent dans la presse le Yuka de la finance, donc Rift maintenant, dont tu es le directeur général. Je vous laisse chacun juste présenter un petit peu vos activités, faire l'elevator pitch, puisqu'on est un petit peu pressé par le temps. Kamel, je te laisse la parole. Alors merci. Alors oui, effectivement, il y a 3 ans maintenant, j'ai créé Only One avec un objectif, c'était de comprendre d'un point de vue citoyen comment on pouvait agir de manière concrète pour lutter contre le réchauffement climatique. Et on s'est appuyé sur plusieurs études, notamment celle de l'ADEME, de Carbone 4. On a travaillé aussi en partenariat avec l'association Bilan Carbone. Et le constat était clair, c'est qu'au final, en tant que citoyen, lorsqu'on parle du réchauffement climatique, on se pose la question de la manière dont on peut agir. Donc on adopte souvent des gestes éco-responsables, mais on n'arrive pas à voir vraiment l'impact et la mesure de ce que l'on fait. Et le résultat de ces études nous ont montré qu'en fait, on pouvait agir de 2 manières, à la fois au travers de sa consommation et de son épargne. Alors sur la partie épargne, bien sûr, je laisserai Léo en parler, mais du point de vue de la consommation, les études nous montrent qu'en tant que citoyen, la moyenne nationale des émissions sont de entre 10 et 12 tonnes de CO2, et que les accords de Paris nous enjoignent à réduire nos émissions de 80%. Et donc là, on a des efforts à faire, notamment collectifs et individuels. Et à titre individuel, on s'aperçoit qu'au final, on peut le faire grâce au compte bancaire. Pourquoi ? Parce que le compte est la photographie parfaite au final de sa consommation. Et l'idée était de se dire comment on fait en sorte de pouvoir déjà, dans un premier temps, familiariser un maximum de personnes avec ces notions justement d'empreinte carbone. Bonjour à tous. Effectivement, donc je suis le directeur général de Rift, qui est une application mobile qui permet aux particuliers de comprendre ce qui compose leur épargne, quels secteurs sont financés, quel type d'actifs ils ont de leur épargne, et également d'avoir une vision de l'impact écologique de leur épargne, donc l'empreinte carbone de leur épargne, l'alignement avec un scénario de degrés et l'empreinte sur la biodiversité, l'impact sur la biodiversité de leur épargne, pardon. Et donc c'est une application qui a été lancée en novembre dernier en bêta, puis en janvier vraiment, et qui maintenant a 25 000 utilisateurs, et donc certainement certains de vos clients. Merci. Donc, Kamel, juste pour revenir sur Only One, ce que je voulais savoir, donc on a parlé de l'appétence des consommateurs et des épargnants pour la transparence, la traçabilité. Comment est-ce que, au sein justement de ce compte, comment est-ce que tu proposes à tes clients de s'emparer de ces sujets-là ? Alors, on leur propose déjà de faire une première estimation assez macro des émissions liées à leur consommation. Alors aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, on a des outils budgétaires qui sont arrivés, donc les PFM, où on va avoir des grandes catégorisations de ces dépenses, notamment par exemple l'alimentation, le transport, etc. Et l'idée derrière ça, c'était de pouvoir mesurer, enfin de donner une empreinte marginale en kilogrammes de CO2 par euro dépensé. Donc on est vraiment sur du macro et de donner au final le poids écologique de chacune de ces grandes catégories. L'idée étant de se dire comment je fais en sorte de sensibiliser dans un premier temps pour connaître en fait où je me situe vis-à-vis justement de ce chiffre de 12 tonnes, pour connaître les postes sur lesquels j'ai le plus d'efforts à faire. Et à partir de là, nous on va faire des recommandations. Alors au début ça va être très générique, des gestes simples à adopter pour pouvoir justement réduire ces émissions. Et au fur et à mesure du temps, on va pouvoir personnaliser et affiner aussi nos recommandations et diriger un maximum de personnes vers un mode de vie dit bas carbone.
sachant que l'idée de départ, c'est de se dire qu'en fait, on n'a pas la même consommation. Si les études d'INSEE nous disent que, par exemple, sur une catégorie bien notée de la population, les dépenses sur tel ou tel poste représentent tel montant, on n'est pas tous égaux vis-à-vis justement de ces dépenses. Donc l'idée vraiment de départ, c'est je familiarise, je sensibilise, je donne déjà une mesure, parce que pour nous, sans mesure, il n'y a pas de pilotage, et ensuite, je donne des moyens d'action. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin justement et qui veulent avoir plus de pouvoir, on parle beaucoup d'empowerment en ce moment, d'empouvoirment, donc on sent très clairement que les consommateurs et les épargnants ont envie de reprendre le pouvoir sur ces sujets-là. Je crois que vous travaillez sur une V2 justement avec cette intention de donner encore plus d'autonomie à vos clients. À quoi ça va ressembler ? Alors la V2 va être à un niveau plus granulaire. C'est-à-dire, comme je le disais, on est vraiment sur aujourd'hui du macro, sur des grandes catégories. Et là, on va aller vraiment plus dans le détail. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est familiarisé, qu'on a commencé aussi une attitude où on se donne les moyens de pouvoir réduire ses émissions, on va aller vraiment à un niveau produit. Et là, on va mettre des outils en place pour pouvoir, à chaque dépense, affiner justement cette dépense pour donner un poids écologique vraiment lié maintenant au produit et puis à la catégorie. Un exemple en particulier ? Par exemple, typiquement, quand vous allez chez Carrefour, vous allez avoir une empreinte marginale qui va être liée justement à la partie supermarché, alimentation, etc. Et nous, ce qu'on va proposer, c'est d'aller directement au niveau du ticket de caisse. Et là, avec des options différentes. Alors, ça peut être le scan de ticket de caisse, par exemple, où on a créé des outils qui permettent la lecture automatique de tous les produits. Et là, de se baser sur une base de données qui s'appelle l'agribalise, qui va prendre en compte les 3 scopes, au final, de calcul d'émissions, mais aussi l'analyse du cycle de vie. Merci beaucoup. Léo, au sujet de Rift, on a dit un petit peu ces mêmes problématiques où vous souhaitez répondre à ces mêmes enjeux. En ce qui concerne le fléchage justement de ces sujets-là pour les clients et les épargnants, comment est-ce que vous proposez, vous, de suivre dans la durée ? Comment est-ce que les épargnants peuvent avoir non seulement donc une idée à l'instant T de l'impact de leur achat ou de leur produit d'épargne, mais également dans la durée, comment est-ce qu'on leur redonne des clés pour comprendre l'impact de leur choix ? Oui, alors je pense qu'il faut déjà revenir aux origines de la création de Rift. C'est qu'on s'est rendu compte que il y avait un décalage entre ces études qui parlent de prise en compte des critères extra-financiers dans les décisions d'investissement et le pourcentage d'épargnants qui avaient des produits ISR dans leur portefeuille. Et on a identifié 2 causes majeures. La première, c'est le manque d'indicateurs concrets qui sont basés sur des caractéristiques physiques. C'est-à-dire qu'il y a ces indicateurs ESG, ça donne des notes sur 10, mais ce n'est pas des indicateurs qui sont actionnables pour créer des produits financiers qui sont alignés avec des valeurs. Peut-être que moi, ce qui m'importe, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes dans les sociétés, le niveau de représentation au niveau des boards, ou peut-être que c'est uniquement de réduire mes tonnes de CO2, parce que c'est ça, je pense, l'enjeu du siècle. Et donc, c'est de retrouver ces indicateurs. Donc, ça a déjà été ça, le premier travail qu'on a fait, et je pense le premier travail qui doit être fait pour pouvoir mesurer l'impact dans la durée, faire une photographie à l'instant T, pas seulement de la notation globale, mais vraiment des notations physiques de chaque produit financier. Et ensuite, le deuxième travail qu'on a fait d'abord en version B2C et qu'on est en train de faire en version B2B2C, c'est que ces indicateurs physiques qui sont créés souvent par les asset managers pour construire des nouveaux produits, ils soient infusés d'abord aux directions retail, puis aux conseillers de terrain et jusqu'aux épargnants pour que les épargnants puissent véritablement comprendre comment est construit le produit financier, pourquoi bon partout, ça veut dire bon nulle part aussi, quand on veut des produits financiers qui ne sont pas trop risqués, et pouvoir faire en sorte que l'épargnant reprenne le contrôle pour soutenir des produits financiers qui sont véritablement alignés avec ses valeurs cœur, et ce qui lui importe le plus. Voilà. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec un certain nombre d'assurances et de banques. Les problématiques que soulève Rift, c'est un petit peu à l'image de Yuka dont je parlais au début. On se demande souvent sur quelle base de données vous travaillez. C'est évidemment crucial pour comprendre justement comment est-ce que vous arrivez à démêler l'impact de chaque produit dans la transformation écologique, vos responsables, etc. Justement, sur quelle matière brute vous travaillez ? Oui, alors on n'a pas réinventé la roue parce que c'est pas notre expertise. On s'est entouré de personnes qui savent faire les choses. Donc, tu parlais de Carbon 4 qui a développé un outil qui s'appelle Carbon 4 Finance. On travaille également avec 2 Degrees Investing, qui est un acteur reconnu à l'échelle européenne sur l'alignement avec des scénarios de degrés de l'épargne. Et finalement, avec la NEC Initiative, en fait, eux ont les bases de données pour analyser tous les sous-jacents
Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retourné l'analyse pour la prendre d'un point de vue client particulier. C'est-à-dire qu'au lieu de le faire au niveau de portefeuille global d'un asset manager, on est allé chercher à faire l'analyse produit par produit pour qu'un épargnant particulier puisse lui aussi avoir accès à sa note et pas seulement un asset manager. Une dernière question pour conclure, parce que je crois qu'on est un petit peu pressé par le temps. On a ici dans la salle des représentants de grandes banques traditionnelles, de grands acteurs historiques. À votre avis, quelle est la responsabilité justement de ces acteurs qui sont déjà bien ancrés face à de nouveaux acteurs comme vous, qui ont des perspectives différentes? Quel rôle est-ce qu'ils ont à jouer dans cette transformation? Kamel, si tu veux commencer. C'est ce que disait aussi à un moment donné Léo, c'est qu'il y a un fort besoin de sensibilisation aussi, à la fois des conseillers, des clients, etc., et d'accompagner justement, comme nous on essaie de le faire, sur ces notions d'enjeux climatiques et sur justement les leviers qu'on a, parce que l'argent a un pouvoir, c'est justement de pouvoir le diriger de manière différente en fonction de ce que l'on souhaite faire. Et je pense que le vrai enjeu aujourd'hui, c'est aussi... on s'est adapté d'un point de vue technologique, digital au niveau des banques. Je pense qu'on doit aussi s'adapter à ce niveau-là. Et moi, je dirais qu'il y a deux responsabilités. La première, c'est une responsabilité de transparence. Je pense que le monde financier a été assez souvent attaqué sur le manque de transparence, comme un certain nombre d'autres secteurs, et que c'est maintenant, lors de la transition écologique et sociale, le moment de faire preuve de le plus de transparence possible. C'est aussi comme ça qu'on crée une relation qui est centrée sur le client. On parle beaucoup, avec le digital, de relations centrées sur le client. Sur la question de la responsabilité sociale, je pense que les décisions et les orientations stratégiques, elles doivent aussi être centrées sur les épargnants, parce que c'est comme ça qu'on peut faire évoluer les choses de la façon la plus rapide possible. Et enfin, je pense qu'il y a aussi une deuxième responsabilité qui est de prendre conscience du pouvoir qu'a la finance. Il y a pour moi trois grands cercles. Il y a les consommateurs finaux, les producteurs de biens et de services et la finance. Chacun doit prendre sa part de responsabilité, et la finance, même si elle n'est pas initiateur de mouvement, peut être catalyseur, soit par du désinvestissement, par l'engagement actionnarial, par aussi la promotion et le support de secteurs d'avenir. Il faut simplement faire le constat, pas se cacher derrière son petit bout de doigt. Aujourd'hui, le chemin de la transition écologique et sociale, il est monstrueux pour tout le monde, pour l'ensemble de l'économie. Faire cette photo à l'instant T et développer des stratégies pour que la finance puisse être le plus facilitateur et catalyseur possible. Merci beaucoup.